Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. La plateforme YouTube célèbre ses 19 ans et je suis très content d'en parler avec Frédéric Bastien-Forest, alias Fred Bastien. Il est YouTuber, c'est un créateur de contenu. Il a participé au fameux Lip-Dub de l'UQAM en 2009. Pour ceux qui se souviennent pas, un Lip-Dub, c'est un genre de vidéoclip, des dizaines de personnes qui envahissent un lieu, qui font du lip-sync, de la caméra qui se promène, des chorégraphies, tout ça. Et ce fameux Lip-Dub de l'UQAM fait le tour du monde. Ça s'est ramassé à CNN, ça a été diffusé en Asie. Bref, c'était un très gros succès, un des premiers gros succès d'ailleurs de YouTube. On va en parler. Fred Bastien, bonjour. Bonjour Richard, ça va bien? Oui, très bien. Alors, écoute, rappelle-moi, comment ça s'est passé? Parce que tu fais partie de ce Lip-Dub-là. Est-ce que tu étais un des concepteurs? Comment ça s'est passé? On peut dire que j'ai quand même été un des complices, très certainement. Là, je pense qu'il y a beaucoup Marie-Ève, Luco Cloutier aussi, qui ont travaillé fort sur la réalisation, on peut dire, mais moi, j'ai contribué à amener le monde à la bonne place. T'sais. Bon, faut se remettre à l'époque, là, on est en 2009. Ça fait quelques années que Google a acheté YouTube pour 1,6 milliard de dollars, puis tranquillement, on sent là, les marées de l'Internet commencer à entrer dans la culture populaire. Nous, on est une gang d'amis universitaires, puis on se dit, on est en semaine de party, c'est la première semaine de l'année, pourquoi pas faire un lip-dub pour célébrer cette journée universitaire, puis c'est ça qui est le plus intéressant, puis je pense que ça, c'est typique de l'Internet. Il y a personne ce jour-là qui aurait pu prévoir qu'on allait faire un hit international. Tu sais, nous, on s'était fait dire, OK, ça va être le fun là, pour la vie sociale des étudiants, on va mettre tout le monde dans la même place, on va filmer en deux takes, tu sais, sur la chanson des Black Eyed Peas qui était très populaire à l'époque, là, I Got a Feeling. Mais, tu sais, nous, jamais on s'est dit, dans 2 jours, là, CNN va en parler, puis les Black Eyed Peas vont parler de l'UQAM sur un tapis rouge à LA. T'sais, on pouvait pas prévoir ça. C'est un phénomène un peu organique qui a fini par voyager via son authenticité, ce qui est souvent ce qui arrive sur Internet. Ça a pris combien de temps organiser ça et ça a pris combien de temps le tourner? Est-ce que vous avez fait, on sait, un lip-dub, habituellement, c'est un plan de séquence. Là, ça a été en fait 2 plans. Vous l'avez recommencé souvent ou ça a marché dès le premier coup? Si je me souviens bien, c'est 2 prises. Puis je sais même pas laquelle des prises a été la bonne finalement. Il y a eu, on appelle ça sur une italienne là, ou une mécanique. Là, on a eu un moment où on filmait pas, puis on se dit, OK, toi ça c'est ta phrase, c'est là que tu entres, ça c'est ta phrase, c'est là que tu entres. Mais c'est vraiment fascinant parce qu'après ça, il y a eu une vague de lip-dub. Tu sais, c'est pas nous qui avons inventé le lip-dub à l'UQAM, là, ça existait depuis déjà quelques années sur Internet. C'était pas nécessairement un phénomène aussi populaire que ça a été une fois qu'on a fait le nôtre, mais ce qui était intéressant, c'est qu'après le lip-dub de l'UQAM, il y a eu plein de lip-dub, puis j'ai l'impression que les gens essayaient tellement de les prévoir, il y avait tellement un travail de mise en scène, de scénarisation, que ça enlevait peut-être un peu la simplicité de la patente, puis le fait que les gens ils essayaient trop là, de dire la bonne affaire à la bonne place. Nous, c'était un peu, comme je disais, sans attente, on savait pas ce qu'on était en train de faire. C'est peut-être ça qui a fait que le document est aussi le fun. Puis tu sais, on va se le dire aussi, des jeunes étudiants en communication, je pense que c'est pas ce qui est le plus désagréable à regarder sur Internet souvent. Écoute, je l'ai revu hier, puis c'était vraiment bon. J'ai écouté récemment, je crois que c'est sur Netflix, une série documentaire sur Squeezie. Squeezie, c'est Squeezie, c'est le grand YouTuber français. Et c'est une série documentaire sur lui. Il est devenu une vedette internationale. Et en fait, ce que j'ai compris en regardant ça, c'est que la nouvelle TV, c'est YouTube. Les jeunes vont s'en aller là-dessus. Tu sais, moi puis Benoît Dutrisac, on avait une idée d'un show qu'on voulait appeler Les Francs-Tireurs. Ça serait tourné dans un motel. Puis là, on est allé voir tous les critiques de producteurs, tous les diffuseurs, OK? Ça a pris 1 an et demi avant de convaincre les gens d'avoir notre Christy de show. Ils ne voulaient pas nous avoir. On n'était pas connus, on était trop moches, etc. Ou ils voulaient acheter le concept, mais ils voulaient donner ça à des gens plus connus, tout ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire ça. Avec YouTube, c'est comme, tu t'en vas sur YouTube, tu fais un show, ça peut devenir un gros succès international. Là.
Exact. C'est vraiment deux manières de produire. Puis, tu sais, je suis content qu'éventuellement vous avez eu un oui, parce que Les Francs-Tireurs, c'est une émission tellement importante pour le Québec. C'est juste que nous, à force de se faire dire non, ben il faut qu'on se retourne sur Internet par nos propres moyens. Puis c'est ça qui finit par fonctionner. Tu sais, c'est intéressant de voir que moi, il y a des gens qui me demandent encore, j'aimerais ça être un influenceur, j'aimerais ça être un journaliste, j'aimerais ça. Puis je dis, ok, ben est-ce que tu publies un article par semaine sur des plateformes gratuites? Est-ce que tu fais des vidéos? Est-ce que tu fais de la recherche? Parce que le jour où tu vas avoir besoin d'un oui, ben les gens, ils vont regarder ce que tu fais déjà. Puis présentement, vraiment, là, la seule barrière à l'entrée, c'est ta volonté de vouloir le faire. C'est de croire que tu es capable, puis de mettre le temps, puis de continuer de pousser. Puis effectivement, tu sais, ces deux milieux-là, selon moi, sont complémentaires. Puis, je pense que présentement, on entend là, qu'il y a une crise dans les médias, mais on est en train de recevoir un peu le retour du balancier, parce que pendant plusieurs années, ces deux milieux-là se sont un peu compétitionnés. Puis moi, je pense qu'en tant que culture, on devrait s'allier plus que compétitionner. Mais tu sais, il y a une contradiction dans la télévision, là. Ils sont pas dans leur contradiction. Ils sont tous obsédés. Ils veulent viser les jeunes. Puis bien sûr qu'ils veulent viser les jeunes, c'est normal. Sauf que tu sais, ils misent tout le temps pour animer leur show sur des gens connus, des gens qui sont là connus. Ils sont très traditionnels, ils sont frileux, ils n'aiment pas les concepts un peu différents, etc. Mais ils veulent viser les jeunes. Mais les jeunes, ils ont abandonné la télévision traditionnelle. Puis les jeunes ne sont pas fous, ils s'en vont vers YouTube parce que c'est là qu'il y a plus de... Tu sais, ils se reconnaissent, là. Il y a moins de règles, il y a moins de conformisme, etc. sur YouTube. Je pense que c'est ma perspective. Je pense que la télévision traditionnelle a abandonné les jeunes avant que les jeunes abandonnent la télévision traditionnelle. Tu sais, on dit qu'on veut rejoindre les jeunes, mais on n'en engage pas. On les écoute pas quand on les engage. On les engage, mais on leur dit quoi dire puis comment le dire. Ouais, parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Ouais, mais c'est pas de même, ça marche sur Internet. Puis je dis pas ça parce que c'est meilleur ou parce que c'est moins bon ou parce qu'il y a une guerre d'ego qui se joue. Je dis juste ça parce que j'essaie de vous aider à vous moderniser. Puis, tu sais, Richard, dans les médias traditionnels, on a beaucoup de cultures qui sont top-down. C'est-à-dire c'est un groupe de personnes, souvent à costard, qui décident ce que les gens vont écouter. T'sais. Mais sur Internet, c'est le phénomène inverse qu'on voit. C'est beaucoup plus de l'organique puis du grassroots, qu'ils disent en anglais, donc du communautaire, où c'est un peu comme le lip-dub. Une gang de chums, ou tu sais, quelqu'un qui tripe sur le maquillage, ou quelqu'un qui a à apprendre à quelque chose, qui a beaucoup appris sur la politique, qui veut l'enseigner, puis qui décide de se filmer soi-même dans son sous-sol, qui s'érige pas en phénomène, qui devient pas soudainement là, la saveur du jour, mais tranquillement commence à rejoindre des gens dans sa communauté, finit par avoir un auditoire. L'auditoire, ensuite, l'élève tranquillement en phénomène, puis là, on peut dire, hey, ce gars-là, c'est un YouTuber. Tu sais, je trouve que l'Internet, c'est comme un skatepark. T'arrives pas au skatepark avec un skateboard à 300$, puis soudainement, t'es le plus cool. Non, est-ce que ça fait 2 ans qu'on t'a vu faire des kickflips à chaque semaine? C'est ça qui clash un peu avec les cultures traditionnelles. Très intéressant ce que tu dis, très intéressant. Puis Squeezie, là, dans le fameux documentaire, moi, j'ai adoré ça, vraiment. Et il dit, tu sais, parce qu'on dit tout le temps, tu fais ça, mais tu fais ça dans l'espoir d'être récupéré par la télévision traditionnelle, puis enfin, là, soudainement, être un adulte, puis travailler à la télévision traditionnelle. Puis il dit, on n'a pas besoin de télévision traditionnelle. C'est plus notre rêve, nous autres, là. On peut rester sur YouTube, faire de l'argent sur YouTube, avoir une carrière sur YouTube, avoir des milliers de fans sur YouTube. Plus besoin de la TV traditionnelle. Est-ce que tu partages ça? Ben, il y a pas un seul modèle, mais dans le cas de Squeezie, c'est vraiment évident, c'est qu'il a enlevé la personne entre lui et son auditoire. Tu sais, il s'adresse directement à son auditoire. Oui, c'est YouTube là, qui est entre lui et son auditoire, mais avec les créateurs numériques, si tu réussis à être sur plusieurs plateformes puis à avoir une marque qui dépasse le média social que tu utilises, ben, tu réussis à construire une maison là qui t'appartient un peu plus que si tu fais juste construire ta maison sur un terrain de quelqu'un d'autre. T'sais. Donc, Squeezie réussit à s'adresser à sa gang sans avoir besoin de passer par un diffuseur ou un producteur. Puis ben ça, c'est tant mieux pour lui. Puis effectivement, tu sais, moi ça me fait rire parce que ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis tu sais, mes parents suivent ma carrière. Puis mon père, il a vu là, les chiffres sur mes réseaux sociaux. C'est bon, j'ai plus de 3 millions de visionnements, principalement au Québec, 30 000 abonnés. Tu sais, j'ai gagné des prix, des Numix, des affaires. Mais la fois où j'ai eu une mention dans un média traditionnel, la fois
ou la presse a dit un petit quelque chose sur moi, ou là, je suis invité à Québécois, là, ça, c'est big, là. Là, j'ai vraiment une carrière. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a une question de perspective aussi encore, où, tu sais, Squeezie, lui, il peut faire sa carrière comme il veut. Il a pas besoin, mais pour bien du monde encore, le saut d'approbation du traditionnel est important, incluant pour mes parents. Écoute, je suis beaucoup plus vieux que toi, puis je me reconnais quand je regarde les jeunes comme toi, parce que nous autres, on voulait avoir des jobs à la presse, au Journal de Montréal, ils embauchaient pas. Les gens embauchaient pas. On a créé Voir, le journal Voir, on était une petite gang, puis on a créé, Christian, on va créer notre propre journal. Puis on trouvait le journalisme straight, on trouvait la façon dont il parlait de la culture straight, il parlait pas de certains de certains genres de musique, puis tout ça. On trouvait ça sclérosé. On a fait Voir, puis bon, Voir, on a percé, on a trouvé notre voix, puis tout ça. C'est ce que vous faites avec ça. Là. C'est un instrument fantastique, là, en disant, vous voulez pas de nous autres, on s'en fout, on va créer notre espace à nous. Ah, puis c'est intéressant, il y a plein d'exemples, autant dans la diversité que juste dans les niches où c'est des gens qui se faisaient dire non à la télévision traditionnelle, non, ça marchera jamais, non, tu seras jamais populaire, non, il y a personne qui veut te voir. Puis finalement, on se retourne vers Internet, puis non seulement le monde voulait nous voir, mais ils nous demandaient ça, ils attendaient ça. Je parle pas seulement de moi, mais d'autres YouTubeurs québécois qui ont fait vraiment des chiffres impressionnants. Combien de producteurs télé leur ont dit que c'était impossible? Finalement, avec l'Internet, t'as pas besoin là, d'un focus group. L'Internet, c'est ton focus group. Tu parles directement à ton consommateur. T'as pas besoin de faire semblant. Ben oui, tout à fait. Toi, est-ce que tu peux gagner ta vie avec ça? Tu pourrais gagner ta vie avec ça? Moi, il y a des moments dans ma vie où j'étais vraiment un YouTuber à temps plein. C'est seulement ce que je faisais. Moi, mon cas précis, là, j'ai toujours aimé me renouveler, puis j'ai gardé un pied dans les médias traditionnels depuis que j'ai commencé ma carrière à Musique Plus en 2009. T'sais. Donc, pour moi, c'est un écosystème. Puis les saisons où je suis le plus occupé à la télé et à la radio, ben ma chaîne YouTube est un petit peu moins prioritaire. Puis les saisons où j'ai moins de contrats télé puis moins de contrats radio, ben j'en mets un peu plus sur Internet. Puis finalement, ça revient parce que c'est là que je redeviens un peu plus populaire sur le web. Puis là, les contrats, ils rentrent. Puis je me fais engager par un média ou sur autre chose. OK. Ben écoute, ta chaîne YouTube, pour ceux qui veulent aller la voir, c'est... Oui. Fred Bastien, allez voir ça. Il n'y a pas juste des lip-dubs d'étudiants sur la sangria sur Internet. Il y a aussi un marathon pas entraîné. Si vous voulez aller voir, j'ai passé 32 heures dans un cinéma pour voir tous les films des Avengers. Puis aussi, si vous voulez vous remettre au début là, de 2016, au début de la vague Trump, j'ai infiltré le Parti républicain de la Floride pour filmer les amateurs de Trump de l'intérieur pendant la première élection de Trump. Allez voir ça. Wow, écoute, parenthèse, aux États-Unis, là, les grands boss des gros réseaux, puis de HBO, puis tout ça, là, ils regardent ce qui se passe sur YouTube. OK, ils sont là, ils regardent parce que c'est la prochaine génération, c'est les prochaines vedettes, puis tout ça. On fait tout ça ici au Québec? Ou c'est vraiment un mur de béton entre les deux, là? Moi, je pense que ça n'aura pas le choix de venir. Puis, tu sais, c'est intéressant, c'est un personnage très controversé. Mais regarde ce qui est arrivé avec Tucker Carlson, qui a perdu son antenne à Fox, puis qui s'est retrouvé sur Twitter à faire ses vidéos lui-même, puis à monétiser directement. Tu sais, on peut être pour ou contre le gars, mais c'est intéressant de voir que une personnalité, tu sais, je le vois venir des deux côtés maintenant. Il y a des YouTubers qui, se font ouvrir des portes à la télévision traditionnelle, mais il y a aussi des gens de la télévision traditionnelle qui se retrouvent sur YouTube. Ici au Québec, on peut penser à Marc-Claude Barrette, entre autres. Ben oui, puis Denis Lévesque aussi maintenant, là, qui sont bon exemple. podcast vidéo sur Internet maintenant. Hey, c'était super le fun de te parler. J'espère qu'on va recommencer ça sur plein d'autres sujets. Fred, avec plaisir. Puis, bonne chance avec tes affaires. Merci, Fred. Au plaisir, Richard. Salut.